Vous êtes nombreuses et nombreux à apprécier chacun de mes récits. Je ne me suis pas trompée. Vous êtes de vrais amateurs de l'horreur. Mais est-ce que vous me prenez juste pour une nana un peu folle, partageant de simples fictions pour vous divertir et vous faire frissonner un bon coup avant d'aller dormir ? Après mes nombreuses narrations de récits nécrosés, j'ai passé mon temps à me demander ce que je pouvais faire de différent. Récemment, j'ai beaucoup voyagé. Je sais que j'ai vu beaucoup de choses banales et inintéressantes qu'il est totalement inutile de vous raconter, au risque de vous assommer d'ennui. Mais je sais aussi que certaines des choses que j'ai pu voir n'étaient pas le fruit d'une imagination fertile. Je sais qu'il y a une part de vérité dans tout ceci. J'ai fini par me décider à prendre la route loin de chez moi, en direction du Périgord. Un endroit agréable à visiter et qui renferme bien plus de légendes étranges qu'on ne peut l'imaginer. Voici, pour vous, quelques-unes des anecdotes les plus croustillantes concernant mes découvertes là-bas. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux à les écouter et à les partager. Bienvenue dans le premier épisode de Chasseuse de fantômes. La choche vieille. Je me suis bien renseignée sur le Périgord avant d'arriver, et c'est pour cette raison que j'ai choisi de passer mon séjour au Charmilles, sympathique hôtel situé dans un village nommé Antone et Trigonon. Pourquoi cet endroit ? Parce qu'en me renseignant sur la région, j'ai appris qu'il se trouvait là-bas un ancien prieuré ayant pour réputation d'être maudit. De ce que j'ai pu comprendre, toutes les personnes qui ont dû y vivre ont été, malheureusement, frappées par un nombre incalculable de malheurs. Lors de mon séjour, les habitants du village n'ont pas voulu répondre à mes questions. Ils se sont montrés méfiants et je peux les comprendre. À leurs yeux, je n'étais qu'une fille bizarre qui s'amusait à questionner le voisinage. À défaut d'avoir quelque chose d'intéressant à raconter sur ce bâtiment, j'ai décidé de me renseigner sur une créature locale qui serait intimement liée au cauchemar. La choche vieille. Voici une partie du tableau, La nuit de Ferdinand Hodler, qui pourrait représenter cette créature de manière plus ou moins fidèle. Décrite tantôt comme une vieille femme toute de noir vêtue, tantôt comme un petit monstre velu, la choche vieille serait une entité apparaissant dans les cauchemars des gens. D'après certains récits, elle aurait également la possibilité de se montrer dans la réalité. Pendant ces apparitions, ses victimes seraient vraisemblablement totalement paralysées, incapables de réagir, écrasées par son poids, alors qu'elle tenterait de les étouffer. En faisant des recherches, j'ai réussi à entrer en contact avec quelques personnes qui auraient pu voir la choche vieille. Tous m'ont décrit une expérience ressemblant fortement à de la paralysie du sommeil. Et comme le fait d'avoir des hallucinations durant ce genre de crise est courant, il est probable que cela ait donné naissance au mythe de la choche vieille. Mais il y a tout de même quelque chose qui me trouble avec cette histoire. Si ce n'est qu'une légende née il y a longtemps à cause d'hallucinations provoquées par des paralyses du sommeil, comment ces personnes qui ne se connaissent même pas ont toutes pu, sans exception, décrire la même créature dans les moindres détails ? Le lébérou. Même s'il est populaire dans toute l'Occitanie, c'est en Dordogne que le lébérou trouve son origine. Si vous n'avez jamais entendu la légende, elle parle de personnes contraintes de se transformer en animaux à la nuit tombée à cause d'une malédiction. Dès que le soleil est couché, ces pauvres gens vont près d'une fontaine pour se transformer en créatures mi-humaines, mi-moutons pour les hommes et mi-humaines, mi-chèvres pour les femmes. Une fois la métamorphose terminée, ils doivent errer toute la nuit de village en village car les sortilèges les poussent à passer par 7 églises différentes avant le lever du jour. Ce rituel sans fin est censé aider ces gens à expier leurs péchés. Après avoir effectué des recherches sur le net, j'ai profité d'une pause pour dessiner moi-même le schéma de transformation de ces personnes en lébérous. Et ce n'est pas tout. Il est également dit que si l'on sort la nuit, un lébérou peut se jeter sur notre dos et s'y accrocher afin de se faire porter, comme une sorte de lutin qui s'écrase sur nos épaules pour nous jouer un mauvais tour. En l'occurrence, nous obliger à jouer le taxi vivant. Aujourd'hui, la légende est surtout transmise à l'oral par des animateurs de radio locale ou des conteurs, et c'est d'ailleurs vers l'un d'eux que je me suis tournée.
Cet homme, plutôt aimable et prêt à faire découvrir le folklore local, a bien voulu m'apporter quelques précisions sur la légende. Comme le fait que la fontaine de Chignagé, située dans une ville nommée Basilac et Auberoche, aurait été il y a un temps assez prisée par les Lébérous, dont beaucoup commençaient leur transformation là-bas. J'y suis donc allée. Après tout, si j'étais là pour chercher à comprendre les légendes du coin, tout en enquêtant sur les phénomènes paranormaux, c'était également pour faire un peu de route et voyager d'un village à l'autre, pour voir un peu de pays. Je n'allais pas m'arrêter en si bon chemin. Voici une photo de la fameuse fontaine de Chignagé à Basillac et Auberoche. Malheureusement, aujourd'hui elle est asséchée, ce qui fait que la nature y reprend facilement et rapidement ses droits. En arrivant pour rejoindre la fontaine à pied, j'ai croisé un homme sur le chemin et il avait l'air de revenir de l'endroit vers lequel je me dirigeais. Je l'ai salué de loin, mais il n'a pas eu l'air de me remarquer. Finalement, je suis arrivée à la fontaine et le coin m'a eu l'air suffisamment sympathique pour que je ne puisse m'empêcher de le photographier. Je vous glisse la photo. Mais en sortant mon téléphone, mes clés sont tombées. Et c'est en me baissant pour les ramasser que j'ai remarqué des traces. Imaginez ma surprise au moment où je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'empreintes de sabots. Et cet homme un peu absent que j'avais croisé sur le chemin, j'ai pensé, et j'espère toujours, avoir croisé un véritable lébérou en chair et en os. Avoir vu de mes propres yeux le coin où l'un de ces êtres se transforme. Thérèse de Saint-Clar. Un homme, que je vais surnommer l'homme mystérieux par respect pour son anonymat, m'a envoyé un mail pour me parler d'une légende qui pourrait m'intéresser. Il s'agit de celle de Thérèse de Saint-Clar, la dame de Puymartin. Encore une dame blanche, c'est fou comme chaque endroit possède la sienne. Je vous montre un portrait la représentant de son vivant. L'image est de mauvaise qualité, mais malgré mes nombreuses recherches, je n'ai pas pu trouver mieux. Son histoire prend place au château de Puymartin, situé à Sarlat-la-Canéda. D'après ce qui est dit, au XVIe siècle, le château était habité par un seigneur appelé Jean de Saint-Clar. Ce dernier, bien plus âgé que son épouse, la châtelaine Thérèse de Saint-Clar, préférait partir faire la guerre que rester sur son domaine. Mais un jour, en rentrant d'une bataille, il a retrouvé sa femme au lit avec un autre homme. Vous vous doutez bien que c'est à ce moment que les choses ont mal tourné. Les maris jaloux étaient excessifs à l'époque. Jean a tué l'amant et fait emmurer vivante sa femme dans la tour nord. Ah, mais rassurez-vous, dans sa grande bonté, le châtelain a fait en sorte de laisser une petite trappe dans le mur pour que les serviteurs puissent apporter des vivres à Thérèse. Celle-ci n'est donc morte qu'au bout de 16 ans d'enfermement. Et comme si ça ne suffisait pas, quand il s'est rendu compte de son décès, il n'a même pas pris la peine de lui offrir une sépulture décente. Non, il n'est pas allé récupérer son corps, il l'a laissé sur place, là où il était enfermé depuis si longtemps. Pas si étonnant que la pauvre hante encore les lieux tant de siècles après. Je vous montre une photographie du château de Puymartin, aujourd'hui réputé pour son aspect touristique. Malgré l'histoire tragique que ce lieu renferme, il reste une belle bâtisse. Ainsi, d'après de nombreux articles que l'on peut trouver aisément sur internet, Thérèse est devenue la dame blanche de Puymartin. Apparemment, son fantôme pourrait être aperçu en train de rôder dans l'aile nord du château, chaque soir, aux alentours de minuit. Le bruit de ses pas pourrait même être entendu dans tout le bâtiment. Mais je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à Sarlat-la-Canéda pour rencontrer Thérèse de Saint-Clar. Les rêves, ça a recommencé. Je l'ai vue en rêve tout comme j'ai vu Madeleine de Saint-Nectaire avant elle. Elle lui ressemblait à quelques détails près. Mais je savais que ce n'était pas elle. Je savais que c'était Thérèse. Nous n'étions pas à Puymartin, non. Elle est venue me rencontrer devant le prieuré d'Anton et Trigonan. J'ai reconnu la grande porte d'entrée des lieux et le heurtoir que Thérèse cognait frénétiquement. J'ai eu la peur de ma vie. Je me suis avancée vers elle et au moment où elle m'a entendue, elle a tourné la tête dans ma direction et m'a regardée avec des yeux vides, effrayants et froids, mais surtout infiniment tristes. Je pouvais voir le moindre détail de son visage, de ses boucles tirées vers l'arrière jusqu'à la cicatrice à proximité de son cou. Elle m'a regardée, puis je me suis réveillée en sursaut, comme si je venais vraiment de vivre ce moment. Comme la fois précédente, j'ai dessiné la Dame Blanche de mon rêve. Voici donc Thérèse de Saint-Clar, la Dame Blanche de Puymartin, exactement comme je l'ai vue dans ce songe.
J'imagine que vous vous demandez pourquoi ces fantômes ont décidé de me harceler, de me poursuivre. Mais il est encore trop tôt pour vous le révéler. Mes très chères auditrices et auditeurs, j'ai encore de très nombreuses histoires à vous raconter. N'hésitez pas à me dire en commentaire les histoires de quelle région vous souhaitez découvrir.